Il est à peine 3 heures du matin, et Londres dort encore sous une épaisse couverture de brouillard. La ville semble figée, comme si le temps avait suspendu sa course. Dans le lointain, une cloche d'église sonne lentement, ses vibrations se mêlant au silence de la nuit. Les rues pavées luisent encore de la pluie tombée plus tôt, reflétant la faible lumière des réverbères au gaz. Par endroits, des flaques immobiles capturent le halo jaune des lampes, tremblant légèrement lorsqu'une brise froide glisse entre les bâtiments. Un homme avance seul, emmitouflé dans un manteau usé. Ses pas claquent contre les pavés humides, produisant un écho discret qui se perd dans les ruelles étroites. Sous son bras, un panier en osier vide, mais bientôt rempli de pain encore chaud. Il ne croise presque personne, sinon un veilleur de nuit qui tapote distraitement le sol avec sa canne, et un charretier qui guide lentement 2 chevaux tirant un lourd chariot de lait. Les naseaux des bêtes fument dans l'air glacé, chaque souffle dessinant un nuage blanc avant de disparaître. L'odeur du charbon brûlé flotte déjà dans certaines rues, là où les premières cheminées ont repris vie. Au détour d'un croisement, un mince filet de lumière s'échappe d'une porte entr'ouverte. C'est l'entrée de la boulangerie. À l'intérieur, la vie s'active depuis longtemps déjà. Pousser cette porte, c'est entrer dans un autre monde. La chaleur vous enveloppe immédiatement, vous coupant presque le souffle après le froid piquant de la rue. L'air est saturé de senteurs puissantes. Le bois qui crépite dans le four, la farine qui s'élève en un voile léger, la levure qui diffuse son parfum sucré. Les murs, noircis par des années de fumée, racontent à leur manière les longues veilles et les centaines de fournées passées ici. Le sol, recouvert de sciure pour éviter de glisser, craque légèrement sous les pas. Dans la lumière tremblotante des lampes à huile, la farine brille comme de minuscules particules d'or en suspension. Chaque geste semble orchestré par une routine immuable. Le maître boulanger, large d'épaules, pétrit avec une force qui déforme ses avant-bras noueux. Ses mains plongent dans la pâte avec une régularité hypnotique, soulevant et rabattant la masse élastique dans un rythme presque musical. À ses côtés, un jeune apprenti, les joues rougies par la chaleur, porte un sac de farine qui paraît peser la moitié de son poids. Il chancelle légèrement mais ne s'arrête pas, le regard fixé sur le sol. Dans un coin, un autre garçon, plus âgé, entretient le feu d'un second four, ajoutant des bûches soigneusement sélectionnées pour maintenir la température idéale. Chaque mouvement est précis, chaque geste mesuré. Par moments, un coup sourd retentit. C'est la pelle en bois qui glisse sous les pains gonflés, les faisant disparaître dans la gueule ardente du four. Le crépitement des braises répond au murmure des voix, au frottement des vêtements, au claquement des planches qu'on ajuste. Ici, le temps ne se mesure pas à l'horloge, mais au cycle de la pâte. Mélanger, pétrir, laisser lever, enfourner, recommencer. Dehors, Londres dort encore. Dedans, la journée est déjà à son apogée. La chaleur fait perler la sueur sur les fronts, qui descend lentement le long des tempes, se mêlant à la fine poussière blanche qui colle à la peau. Les narines se remplissent de l'odeur du pain en train de cuire, une odeur profonde, presque enveloppante, qui donne l'impression d'être à l'abri du monde extérieur. Pourtant, il suffit d'un instant d'inattention, d'un retard minime dans une étape, pour compromettre une fournée entière. Ici, chaque minute compte, et vous sentez déjà, dans la moiteur de l'air et la tension des muscles, que tenir jusqu'au soir ne sera pas une tâche aisée. Il est encore nuit noire lorsque les pas résonnent sur les pavés détrempés. Dans le silence relatif de Londres, seuls quelques bruits familiers se font entendre. Le grincement d'une charrette chargée de tonneaux, le hennissement lointain d'un cheval impatient, et le claquement discret d'une porte que l'on ferme à la hâte. L'air est lourd d'humidité, et par endroits, le brouillard descend si bas qu'il cache presque les genoux. Marcher dans ces ruelles à cette heure, c'est comme se frayer un chemin à travers un rêve, où tout est ralenti, adouci, et pourtant imprégné de cette tension sourde propre à la ville qui se prépare à s'éveiller. Le quartier où se trouve la boulangerie est modeste, animé le jour mais presque spectral la nuit. Les façades sombres se dressent, alignées, leurs fenêtres comme des yeux éteints.
Les enseignes en bois, suspendues au-dessus des portes, grincent doucement sous l'effet du vent. Certaines représentent des métiers, un cochon peint pour la boucherie, un pichet de bière pour la taverne, un bouquet de fleurs pour la petite boutique au coin de la rue, mais la plus attirante, pour qui connaît la ville, c'est celle de la boulangerie. Un pain doré, sculpté dans le bois, suspendu par une chaîne. Devant la porte, une fine couche de sueur s'est accumulée, signe que les livraisons de farine ont déjà commencé. Un léger filet de lumière filtre par l'interstice du battant, accompagné d'un souffle chaud et odorant. C'est, odeur qui frappe en premier. Un mélange dense et presque enivrant de levain, de farine fraîche et de bois brûlé. Même à plusieurs pas, elle est perceptible, se mêlant aux effluves plus âcres du charbon qui chauffe les maisons voisines. Pousser la porte, c'est franchir une frontière invisible. L'air extérieur, humide et froid, se dissipe d'un coup, remplacé par une chaleur enveloppante qui semble vous pénétrer jusqu'aux os. Les flammes du four projettent des éclats orangés sur les murs noircis, et dans cette lumière mouvante, la farine en suspension ressemble à une neige lente et silencieuse. Le sol, recouvert de sueur pour absorber l'humidité et éviter les glissades, crisse sous chaque pas. À gauche, de grands sacs de toile sont empilés presque jusqu'au plafond. Chacun contient de la farine soigneusement tamisée. Arrivé ici depuis les moulins situés à plusieurs kilomètres de la ville. Parfois, un apprenti doit grimper sur ces piles instables pour atteindre le sac du dessus, risquant à tout moment de basculer. Les étiquettes, griffonnées à la main, indiquent la provenance, le type de farine et la date de livraison. Au centre, une longue table de bois massif, marquée par les années, sert de poste principal pour le façonnage. Ces planches portent les traces de milliers de coups de couteau, de marques laissées par les moules et les gestes répétés des mains qui ont travaillé ici. C'est là que les boulangers pétrissent, roulent, découpent et donnent naissance au pain qui, dans quelques heures, rempliront les paniers des livreurs. La chaleur du four est omniprésente. Même en restant à distance, on sent sur la peau ce souffle brûlant qui émane de sa gueule ouverte. L'odeur du pain qui lève s'intensifie à chaque minute, comme une promesse silencieuse. Mais derrière cette chaleur réconfortante se cache une exigence implacable. La température doit être surveillée en permanence, la cuisson contrôlée au degré près. Dans ce métier, la moindre distraction peut réduire à néant des heures de travail. Et tandis que le premier apprenti termine de balayer la sueur tombée, un autre revient de l'arrière-boutique avec un seau d'eau, ses mains déjà couvertes de farine. Le maître boulanger, debout près de la table centrale, observe tout d'un œil attentif. Car ici, la ponctualité, la précision et la discipline ne sont pas des qualités, ce sont des conditions de survie. La première tâche de la journée consiste à préparer la pâte, et cela commence bien avant que le soleil n'effleure l'horizon. Dans un grand pétrin en bois, usé par des années de service, un mélange de farine, d'eau et de levain est déjà en train de prendre forme. Le bruit des mains qui enfoncent dans la masse molle et humide résonne dans la pièce comme un rythme familier, ponctué par le souffle régulier de ceux qui pétrissent. Le geste est précis, presque ritualisé. Plier, presser, tourner, recommencer. C'est un mouvement qui, répété des centaines de fois, finit par s'ancrer dans le corps comme une seconde nature. La farine, fine comme de la poussière, se dépose partout, sur les cheveux, les cils, les manches retroussées. Chaque inspiration en apporte un soupçon jusque dans la gorge, laissant un goût sec et presque sucré. Les apprentis s'essuient le front du revers de la main, mais la sueur se mêle aussitôt à cette poudre blanche, formant une pellicule qui colle à la peau. Dans l'air épais et chaud, les odeurs se superposent. Celles, douces, du levain qui travaille, celles plus âpres, du bois qui brûle, et, par moments, la senteur métallique de la pelle en fer qu'on glisse dans le four. Au fond de la pièce, dans une zone légèrement plus fraîche, reposent les pâtons préparés la veille. Ils sont alignés sur des planches, recouverts de linge humide pour éviter qu'ils ne sèchent. Lorsque l'apprenti soulève un drap,
La pâte gonflée se révèle, vivante presque, prête à être travaillée. On la dépose sur la table, et le couteau du boulanger, long et affûté, entaille rapidement la surface pour lui donner sa forme finale. Chaque incision est faite avec soin. Elle permettra au pain de se développer correctement à la cuisson, mais elle est aussi une signature visuelle, propre à chaque maison. Pendant ce temps, à l'arrière, un autre employé surveille les livraisons. Les sacs de farine doivent être comptés, déplacés et rangés dans un ordre précis pour que les plus anciens soient utilisés en premier. Cela peut sembler anodin, mais dans un métier où la fraîcheur des ingrédients dicte la qualité du produit final, cette organisation est vitale. Les sacs sont lourds, et chaque montée des escaliers les portant jusqu'au grenier est un effort qui brûle les muscles des jambes. Dehors, un bruit sourd se fait entendre, le claquement régulier des sabots de cheval. C'est un livreur qui s'approche, charrette chargée de bois sec pour alimenter les fours. Il frappe à la porte latérale et 2 apprentis viennent l'aider à décharger. Les bûches sont empilées près du foyer, prêtes à être utilisées. Ici, chaque morceau de bois est choisi pour sa capacité à brûler longtemps et à produire une chaleur constante. Les apprentis savent que le moindre écart dans le combustible peut changer la cuisson d'un pain, et donc la satisfaction des clients. Au fil des minutes, la boulangerie s'anime comme un organisme qui s'éveille complètement. Les voix se font plus nombreuses, les gestes plus rapides, le four crépite plus fort. Les premiers rayons du jour commencent à se glisser par les interstices des volets, mais à l'intérieur, on vit déjà depuis des heures. Et dehors, quelque part dans la brume qui se lève, les premiers clients se préparent à franchir la porte. Alors que la pâte prend vie entre les mains des boulangers, l'arrière-boutique commence à vibrer d'une activité silencieuse mais soutenue. Dans un coin, on entend le grincement un vieux moulin à main, on y broie quelques graines de céréales supplémentaires pour une commande spéciale, un pain plus rustique, au goût plus prononcé, réservé à certains clients fidèles. L'odeur chaude et légèrement torréfiée des grains écrasés se mélange à celle, plus ronde, de la farine blanche qui s'élève toujours en poussière. Le maître boulanger, immobile quelques instants, observe la scène avec une attention presque paternelle. Ses yeux suivent chaque geste. Le pétrissage ferme mais mesuré. Le façonnage précis. La manière dont on enfourne ou retire les pains. Une main inexpérimentée est vite repérée. Une pâte trop travaillée deviendra dure. Pas assez, elle restera dense. Ici, la maîtrise ne s'improvise pas. Elle se forge dans les matins glacés, les nuits écourtées et les journées passées, les bras plongés dans une matière vivante qui obéit autant à la technique que à l'instinct. L'apprenti le plus jeune, visiblement épuisé, se redresse en laissant échapper un soupir qu'il tente d'étouffer. Ses mains sont déjà rougies et craquelées, malgré les couches fines de farine qui les recouvrent. Il jette un regard furtif vers la porte, comme pour mesurer le temps qu'il reste avant la première vague de clients. Ce moment, le plus redouté et le plus attendu à la fois, approche. Les paniers en osier, vides pour l'instant, sont alignés sur une table près de l'entrée. Dans moins d'une heure, ils seront remplis à ras-bord, prêts à être distribués dans les rues encore embrumées. Le four, quant à lui, semble rugir d'impatience. Ses flammes se tordent et lèchent les parois, comme si elles voulaient dévorer la pâte au plus vite. On entend parfois un craquement sec lorsque le bois se fend sous l'effet de la chaleur. La pelle en bois, polie par les années d'usage, glisse dans la gueule ardente, en ressort avec une fournée parfaitement cuite. Les croûtes encore souples se durcissent au contact de l'air, émettant ce petit bruit sec et satisfaisant que seuls les boulangers connaissent bien. Dehors, le jour s'installe enfin. Les silhouettes commencent à se dessiner dans les rues. Des femmes portant des paniers vides, des enfants emmitouflés dans des écharpes trop grandes et quelques ouvriers qui s'arrêtent en chemin vers leur travail, attirés par l'odeur irrésistible qui s'échappe de la boulangerie. Par moments, la porte s'ouvre un bref instant pour laisser entrer un souffle glacé, aussitôt repoussé par la chaleur intérieure. À cet instant précis, tout est prêt. Les pains levés, dorés, alignés sur les étagères, attendent leurs premiers acheteurs. Les apprentis s'essuient les mains, troquent leurs tabliers maculés contre d'autres, un peu plus propres.
Et alors que le bruit des premiers coups frappés à la porte retentit, chacun sait que la véritable épreuve de la journée ne fait que commencer. Car servir la ville entière, du petit matin jusqu'au soir, demande une endurance qui se forge autant dans les bras que dans la volonté. La porte s'ouvre enfin, et avec elle un courant d'air froid s'invite dans la chaleur de la boulangerie. Le contraste est saisissant. Les premiers clients franchissent le seuil avec une expression presque soulagée, comme s'ils entraient dans un refuge contre la morsure du matin. Une femme, le visage marqué par les années mais les yeux vifs, avance la première. Elle serre contre elle un panier vide, tressé à la main, usé par des dizaines d'hivers. Sans un mot, elle s'avance vers l'étagère où les pains, encore fumants, dégagent une odeur presque enivrante. Derrière le comptoir, un apprenti commence à servir. Ses gestes sont rapides mais précis. Prendre un pain, le déposer dans le panier, encaisser la pièce de cuivre, rendre la monnaie avec un hochement de tête. Les échanges sont brefs, presque silencieux. Ici, le matin n'est pas l'heure des longues conversations. Chacun sait que la file s'allonge vite et qu'il faut servir sans relâche. Les clients s'entassent dans l'espace étroit, se serrant les uns contre les autres pour éviter que le froid ne s'infiltre. Le maître boulanger, lui, ne s'éloigne pas de la table de façonnage. Tandis que les premiers pains sortis du four partent déjà vers les foyers de la ville, il prépare la fournée suivante. Car la clé de ce métier n'est pas seulement de cuire le pain, mais de maintenir un flux constant, sans temps mort. Chaque minute où le four reste vide est une minute perdue. Et dans un quartier où plusieurs boulangeries se partagent les mêmes clients, un retard peut suffire à en détourner quelques-uns pour toujours. Les apprentis, quant à eux, n'ont pas le droit au moindre relâchement. L'un surveille le four, ajoutant des bûches à intervalles réguliers. Un autre tamise la farine, ses mouvements créant un voile blanc qui s'accroche aux cheveux et aux cils. Un troisième porte des sacs d'eau depuis l'arrière-cour, les mains engourdies par le froid. Chacun connaît sa place, et chaque geste, répété 1000 fois, devient presque mécanique. Mais la fatigue se fait déjà sentir. La chaleur, l'humidité, le poids des sacs, les allers-retours incessants, tout pèse sur le corps. Les épaules tirent, les doigts sont engourdis malgré la chaleur du four, et la gorge est sèche d'avoir respiré l'air saturé de farine depuis des heures. Certains apprentis parviennent à voler une gorgée d'eau en passant près de l'arrière-boutique, mais il faut être discret. Le maître N apprécie pas de voir ces hommes perdre du temps, même pour boire. Et dehors, la file s'allonge encore. Des hommes au manteau élimé, des enfants encore à moitié endormis, des domestiques envoyés par leur maître. Tous attendent leur tour, le regard fixé sur les pains dorés visibles à travers la vitre. Chacun a ses préférences. La miche bien cuite au croquant affirmé, le petit pain plus tendre, ou le gros pain de ménage, dense et nourrissant, capable de sustenter une famille entière. Le boulanger, lui, ne discute pas. Il sait que ses produits parlent d'eux-mêmes et qu'à cette heure, le meilleur argument est l'odeur qui emplit la rue. À mesure que le soleil grimpe derrière les toits de la ville, la boulangerie se transforme en une véritable ruche. Le flot des clients devient continu, sans pause entre deux commandes. On entend le froissement des paniers en osier, le tintement des pièces de monnaie qui changent de main et les remerciements murmurés presque machinalement avant que la porte ne claque et que le suivant ne avance. Mais la matinée n'est pas seulement consacrée à servir au comptoir. Dans l'ombre de la salle principale, on prépare déjà des commandes spéciales pour des auberges, des tavernes et même quelques familles aisées qui souhaitent recevoir leur pain encore chaud juste avant le déjeuner. Ces commandes exigent une attention particulière, taille spécifique, forme particulière et parfois même des ingrédients inhabituels comme des graines de pavot, des noix ou un soupçon de miel. L'un des apprentis, au visage rougi par la chaleur, verse soigneusement le miel dans une pâte en cours de pétrissage. La texture change aussitôt, plus souple, plus brillante. À quelques pas, un autre apprenti, plus âgé, façonne à la main des pains ronds dont la surface est ornée de motifs gravés à aide d'un couteau. Ce N est pas seulement une question d,
esthétique. Ces marques sont le signe distinctif qui permet de reconnaître à qui chaque pain est destiné. Dans le tumulte des livraisons, un tel détail évite les confusions coûteuses. Pendant ce temps, le maître boulanger, d'un geste sûr, enfourne une nouvelle série de miches. Chaque fournée est minutée avec précision, car un seul pain oublié un peu trop longtemps peut brûler et remplir la pièce dès une odeur âcre, gâchant l'harmonie qui attire les clients. Dans cette chaleur constante, où la sueur coule le long des tempes et où les bras fatiguent vite, la concentration ne doit jamais faiblir. À l'arrière, la porte claque, laissant entrer un souffle glacé. C'est un livreur venu chercher la commande d'une taverne voisine. Il dépose rapidement un mot griffonné par le patron, demandant une livraison supplémentaire pour le soir. Un banquet est prévu, et il faudra 3 fois plus de pain que d'ordinaire. L'information circule immédiatement, et l'organisation de la journée doit s'adapter. Les apprentis savent ce que cela signifie. Il faudra travailler sans interruption, sans espoir de pause, pour tenir le rythme. La tension monte, presque imperceptiblement. Les gestes sont toujours précis, mais plus rapides, moins souples. On parle moins. On économise son souffle. Les mains plongent dans la pâte, l'en ressortent, couvertes de farine, se tendent vers la pelle, soulèvent les pains, referment la porte du four. Et tout recommence. Le corps s'use, mais l'esprit se concentre sur la prochaine tâche. Dans ce métier, la journée ne s'allège jamais. Elle ne fait que changer de rythme, et la matinée est seulement le premier acte. La chaleur dans la boulangerie est désormais écrasante. L'air, saturé d'humidité et de l'odeur du pain cuit, colle à la peau comme une seconde couche. Les apprentis, la chemise trempée sous leur tablier, ne prennent même plus la peine de s'essuyer le front. Leurs gestes sont dictés par l'habitude, presque automatique, comme si leurs bras travaillaient indépendamment de leur volonté. Pétrir, façonner, enfourner, servir. La boucle se répète, inlassable. À l'arrière, la scène est tout aussi intense que dans la salle principale. Des sacs de farine, grands comme des enfants, sont traînés jusqu'au pétrin. Chaque mouvement soulève un nuage blanc qui se dépose sur tout ce qu'il touche. Les planches de bois où repose la pâte fraîche sont empilées les unes sur les autres, recouvertes de draps humides qui sentent le levain. Lorsqu'on les soulève, on découvre des pâtons gonflés, gonflant presque à vue d'œil sous l'effet de la chaleur ambiante. Le four est le cœur de tout ce ballet. Un apprenti, les joues rougies par les flammes, glisse la pelle dans la gueule ardente, retire une série de pains parfaitement dorés et y enfourne aussitôt la fournée suivante. Il n'a pas le droit à l'erreur. Un pain trop cuit est une perte sèche. Un pain pas assez cuit est une honte. Chaque geste est calculé au souffle près. Le maître boulanger, lui, garde toujours un œil sur tout. Même s'il est occupé à pétrir une pâte plus ferme pour des pains de seigle, ses sens restent en alerte. Il sait reconnaître le moment exact où un pain est prêt rien qu'en écoutant le son qu'il produit lorsque la croûte se fend. Il peut dire à l'odeur si le bois brûle trop vite ou trop lentement. Cette vigilance permanente est épuisante, mais c'est elle qui garantit la réputation de la maison. En même temps, l'arrière-cour s'agite. Les livreurs se succèdent, récupérant des paniers entiers pour les porter aux clients les plus pressés. Certains s'aventurent à travers les ruelles étroites, glissant entre les charrettes, évitant les flaques d'eau croupie. D'autres partent vers les quartiers plus riches, où les clients attendent des pains non seulement bons, mais aussi parfaitement façonnés, parfois ornés de dessins en pâte qui n'ont d'autre but que d'impressionner. Chaque départ de livraison est une petite victoire, mais aussi un rappel que la prochaine commande ne tardera pas à arriver. Ici, il n'y a pas de fin de tâche, seulement une succession de besoins à satisfaire, comme une marée qui ne cesse jamais de revenir. Et dans le bruit régulier des pains qu'on dépose sur les étagères, dans les claquements secs des pelles contre les tables, on sent que la matinée bascule vers sa phase la plus exigeante. Le moment que tous redoutent et attendent, à la fois arrive sans prévenir. La porte s'ouvre, et cette fois, elle ne se referme plus.
Un flot continu de clients envahit la boulangerie, chacun pressé, chacun convaincu que son besoin doit passer en premier. Les voix se chevauchent, certaines plus fortes, d'autres à peine audibles, mais toutes portées par la même impatience. Les paniers tendus passent au-dessus des épaules, des mains s'agitent, des pièces de monnaie teintent en tombant sur le comptoir. L'odeur du pain chaud agit comme une marée invisible, tirant encore plus de monde dans la petite boutique déjà étouffante. Le comptoir, désormais, ne connaît plus de pause. Les apprentis s'y relaient, le visage rougi, le souffle court, les gestes précis mais accélérés. Chaque pain est pris, pesé d'un coup d'œil, glissé dans un panier et échangé contre quelques pièces. Les clients réguliers reçoivent un hochement de tête rapide. Ceux qui viennent pour la première fois sont servis avec une politesse brève mais ferme. Il n'y a pas le temps pour des mots inutiles. Derrière eux, le maître boulanger ne cesse pas un instant. Les mains plongées dans une pâte encore tiède, il travaille comme un homme en lutte contre une horloge invisible. La chaleur du four brûle ses avant-bras, la sueur lui coule dans les yeux, mais il ne s'interrompt pas pour autant. Dans un coin, un apprenti plus jeune, presque invisible au milieu de l'agitation, façonne des petits pains destinés à un banquet annoncé à la dernière minute. Il se concentre sur chaque mouvement, comme si tout reposait sur ses doigts. À l'arrière, le tumulte est tout aussi vif. Les livraisons partent et reviennent à un rythme effréné. Les paniers vides s'empilent contre le mur, les nouveaux sont remplis presque aussitôt. Un livreur rentre en trombe, essoufflé, pour annoncer qu'un hôtel voisin réclame le double de sa commande habituelle, un mariage improvise et il faut du pain pour des dizaines d'invités supplémentaires. Aussitôt, les plans changent. On détourne une partie de la pâte initialement prévue pour le marché, on ajuste les fournées, on modifie la taille des miches. Chaque décision est prise en quelques secondes, car chaque minute perdue est une promesse non tenue. Dans la petite salle, les corps se frôlent, les tabliers se tachent encore plus, les mains s'empoignent les paniers dans une chorégraphie improvisée. Le sol est couvert un mélange de farine et des éclats de croûte craquante tombés des pains. Les flammes du four semblent plus vives que jamais, dévorant chaque fournée avec une voracité presque humaine. Le bruit sec des croûtes qui se fissurent se mêle aux éclats de voix et aux claquements réguliers de la pelle car son pose sur le bois. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré la chaleur, malgré le bourdonnement constant dans la tête qui naît du travail ininterrompu, il y a dans cette frénésie une étrange satisfaction. Chaque pain qui part est une preuve tangible de haine et d'efforts fournis depuis les premières heures du matin. Chaque client satisfait, même pressé, est une victoire silencieuse. Mais cette victoire est toujours suivie d'un autre combat, car dans une boulangerie victorienne, le répit n'existe pas. Le jour est long, les commandes sont nombreuses, et elle, odeur du pain chaud, continuera attirer sans relâche jusqu'à la tombée du soir. L'après-midi s'installe doucement, mais à l'intérieur de la boulangerie, le temps semble compressé. Dehors, la lumière devient plus dure, projetant sur les pavés des ombres nettes et longues qui s'étirent entre les murs étroits. Dedans, l'air, saturé de chaleur et de vapeur, donne l'impression que la pièce se referme sur elle-même. Les vitres embuées brouillent la vue sur la rue, et seules quelques silhouettes pressées apparaissent par intermittence, floues comme dans un rêve. La cadence, pourtant, ne faiblit pas. Les clients du matin ont laissé place à des autres visages, des domestiques envoyés par leur maître pour renouveler les provisions, des ouvriers qui viennent chercher un repas rapide avant de retourner au travail, et quelques femmes du quartier qui profitent d'un moment plus calme pour choisir avec soin la miche qui leur durera plusieurs jours. Mais si la file est un peu moins compacte, la pression reste constante, car le rythme interne de la boulangerie ne permet aucun relâchement. Le four, véritable cœur battant du lieu, ne connaît pas de pause. Le feu doit être entretenu avec une précision presque scientifique. Trop faible, il compromet la cuisson. Trop fort, il brûle les croûtes avant même que l'intérieur ne soit cuit. Un apprenti, penché sur la réserve de bois,
casse des bûches à l'aide d'une hache émoussée. Les éclats volent, se mêlant aux poussières de farine qui flottent déjà dans l'air comme une brume blanche. À la grande table de pétrissage, le maître boulanger travaille une pâte plus dense, prévue pour les pains de seigle et d'orge qui nourriront les familles modestes. Ses mains, larges et puissantes, plongent dans la pâte avec un geste sûr, la plient, l'écrasent, la roulent, encore et encore. Chaque mouvement est un mélange de force et de précision, comme un artisan qui sculpte une matière vivante. Le bois de la table craque sous l'effort, et la farine, projetée par les mouvements, recouvre peu à peu le sol, formant une fine pellicule blanchâtre sur laquelle les pas laissent des empreintes nettes. Dans l'arrière-boutique, l'activité est tout aussi intense. On y prépare les fournées destinées aux commandes spéciales de l'après-midi. Certains pains doivent être livrés encore tièdes à des tavernes où les clients, souvent bruyants et impatients, veulent accompagner leur bière d'un pain à la croûte parfaite. D'autres sont destinés à des maisons plus riches qui exigent non seulement une cuisson impeccable, mais aussi une présentation soignée. Pain orné de motifs, enrubanné dans un linge propre, parfois même parfumé avec des herbes. Le bruit ne cesse jamais. Le craquement du bois qui brûle, le frottement des mains sur la pâte, le claquement sec des pelles contre les planches, les appels brefs entre apprentis, tout se mêle pour former une sorte de musique du travail, rythmée par la respiration lourde et régulière de ceux qui, depuis l'aube, n'ont pas eu un seul instant pour s'asseoir. Et pourtant, malgré la fatigue qui s'installe comme une seconde peau, personne ne ralentit. Dans ce métier, le temps n'attend pas. Un instant de faiblesse, et le flux du travail s'effondre comme un mur mal bâti. La chaleur, désormais, n'est plus simplement une sensation. Elle devient presque une présence physique dans la boulangerie. Elle colle à la peau, imprègne les vêtements, s'accroche aux cheveux et aux moindres replis de tissu. Chaque respiration apporte avec elle un mélange de parfums de croûte dorée, de levain encore humide et de bois brûlé. C'est une odeur envoûtante pour celui qui vient acheter son pain. Mais pour celui qui la respire depuis l'aube, elle peut devenir étouffante, presque lourde. Les gestes se font plus lents, mais jamais maladroits. Les bras, usés par des heures de pétrissage, continuent à travailler avec la même régularité. Les mains plongent dans la pâte comme on entrerait dans l'eau, fermement, avec un mouvement sûr, puis se referment pour tirer, étirer, replier. Le maître boulanger surveille ses apprentis d'un œil attentif, corrige un geste trop brusque, ajuste la quantité de farine ajoutée à une pâte trop collante ou modifie le temps de repos d'un pâton qui a levé plus vite que prévu à cause de la chaleur. Dans ce climat étouffant, la moindre erreur peut coûter cher. Une pâte laissée trop longtemps gonfler risque de s'affaisser. Une fournée oubliée dans le four, même d'une minute, peut passer de parfaitement doré à irrémédiablement brûlé. Chacun le sait, et cette conscience constante du risque maintient tout le monde dans un état de vigilance tendue. On ne parle pas beaucoup, non par manque d'envie, mais parce que chaque mot gaspille un souffle précieux. L'arrière-boutique vibre d'activité silencieuse. On y façonne des pains longs et étroits, pour un cabaret qui, dit-on, a invité un groupe de musiciens pour la soirée. On prépare aussi de petites miches rondes, destinées à être servies encore fumantes dans une auberge qui compte accueillir des voyageurs venus de loin. Chaque commande a son histoire, chaque fournée son but. Et pourtant, dans l'esprit des boulangers, ces histoires se fondent en une seule, celle de tenir jusqu'à la fin de la journée sans flancher. Dehors, la lumière change encore. Elle devient plus douce, presque dorée, mais la rue, elle, reste animée. Par moments, la porte s'ouvre, laissant entrer une bouffée de air tiède et le bruit assourdi des sabots et des roues de charrette. Cet instant, aussi bref soit-il, est presque une bénédiction pour ceux qui travaillent à elle, intérieur. Un rappel qu'il existe un monde au-delà de la chaleur et de la farine. Mais dès que la porte se referme, le cocon brûlant se reforme, refermant ses murs invisibles sur ceux qui y travaillent. La fatigue, insidieuse, commence à s'installer. Elle n'arrive pas d'un coup, mais s'insinue dans les muscles, dans le bas du dos, dans la nuque. On la sent à la manière dont les mains
attarde une seconde de plus sur le bord de la table avant de reprendre un geste, ou dans ces micro-soupirs qui échappent sans qu'on s'en rende compte. Mais il n'est pas encore l'heure de ralentir. Les commandes de l'après-midi ne sont pas toutes parties, et certaines des plus exigeantes doivent encore être lancées. Dans une boulangerie victorienne, la fatigue n'est qu'un invité silencieux. On sait qu'il est là, mais on ne lui donne jamais la parole. C est souvent dans les moments où la routine S installe que L, imprévu, frappe avec le plus de force. Alors que chacun poursuit son travail avec cette cadence réglée comme une horloge, la porte arrière s'ouvre brusquement, laissant entrer un souffle d'air chaud accompagné d'un homme essoufflé. Ses joues rougies par la course et ses vêtements légèrement froissés trahissent l'urgence. C'est un messager envoyé par une grande maison du quartier, une demeure assez riche pour que ses ordres ne souffrent aucun retard. La demande est claire. Il faut préparer en moins de 3 heures une quantité considérable de pain, petit et grand, pour un dîner improvisé. Les invités sont nombreux et la maîtresse de maison exige que tout soit servi chaud, fraîchement sorti du four. Le genre de commande qui, dans un autre contexte, aurait nécessité la préparation d'une matinée entière. Mais ici, dans cette boulangerie victorienne, refuser est inconcevable. Le maître boulanger ne perd pas un instant. Il évalue la situation d'un seul regard, puis réorganise mentalement tout le planning de cuisson. Les apprentis sont dispersés aux 4 coins de l'atelier, chacun se voyant attribuer une tâche précise. L'un doit accélérer le façonnage, un autre surveiller le four avec une attention redoublée, tandis qu'un troisième part immédiatement chercher un sac de farine supplémentaire dans la réserve. Les mains se mettent à bouger plus vite, les corps se croisent dans une chorégraphie improvisée, et l'air déjà lourd semble se charger d'une tension nouvelle. La pâte est travaillée sans relâche, roulée, aplatie, repliée avec une énergie presque désespérée. Les gestes sont plus rapides, mais conservent leur précision, car la moindre erreur pourrait retarder toute la fournée. Les pelles en bois claquent contre les parois du four, projetant de petites étincelles dans l'air. Le bruit des flammes devient plus intense, presque impatient, comme si le feu lui-même comprenait l'urgence. Dehors, la lumière décline lentement, mais à l'intérieur, personne ne le remarque. Le monde extérieur pourrait être en train de se transformer, les saisons changer, la pluie tomber ou le soleil briller. Rien ne compte en dehors de ces boules de pâte qui gonflent à vue des œils dans la chaleur du four. Les fronts perlent de sueur, les bras brûlent sous l'effort, mais il y a dans ce moment une forme d'excitation silencieuse. Lorsque la première série de pain sort du four, l'odeur est presque enivrante. La croûte craque sous la pression des doigts, la mie, encore chaude, dégage un parfum riche et dense. Pas un instant à perdre. Les pains sont immédiatement disposés dans des paniers, recouverts de linge propre pour conserver la chaleur, puis remis au messager qui s'élance déjà vers la grande maison. Pendant ce temps, la deuxième fournée est prête à entrer dans le four, et la troisième est encore en façonnage. L'atelier vibre d'un mélange étrange de fatigue et d'adrénaline. Les corps sont à bout. Mais l'esprit, lui, est tenu éveillé par l'urgence. Ce genre de commande imprévue bouleverse le rythme habituel, mais il rappelle aussi à chacun pourquoi il fait ce métier. Pour répondre coûte que coûte à la demande, pour livrer un produit parfait même lorsque les conditions sont loin de l'être. Et quand tout sera terminé, il restera cette fierté discrète, celle d'avoir tenu bon face à l'imprévu, même si personne à l'extérieur ne le saura jamais. Lorsque la dernière fournée de cette commande imprévue quitte enfin le four, la boulangerie est baignée d'une atmosphère particulière. C'est un mélange de soulagement et d'épuisement qui flotte dans l'air, presque palpable. Les paniers, alignés le long du comptoir, sont remplis à ras-bord, recouverts de torchons blancs dont les plis trahissent la hâte avec laquelle ils ont été disposés. On pourrait croire que tout est redevenu calme, mais il suffit de tendre aile d'oreille pour comprendre que ce silence relatif est en réalité saturé de respirations lourdes, de pas traînants et de soupirs étouffés. Le maître boulanger, debout au centre de la pièce, observe un instant le fruit de ce travail acharné. Ses mains,
poudré de farine jusqu'au poignet, tremble légèrement, non pas de faiblesse, mais à cause de la tension accumulée depuis que le messager avait franchi la porte. Il sait qu'il n'a pas le luxe de s'asseoir ou de se détendre. Une boulangerie victorienne ne dort jamais vraiment, et le prochain flux de clients est déjà en chemin, attiré par l'odeur qui s'échappe jusque dans la rue. Les apprentis, quant à eux, se répartissent entre quelques tâches rapides pour remettre de l'ordre dans l'atelier. Les pelles sont rangées contre le mur, les sacs de farine refermés, le plan de travail dégagé, mais chaque mouvement est plus lourd, chaque pas plus lent, comme si le poids de la journée commençait enfin à s'abattre sur leurs épaules. La sueur a séché par endroits, laissant sur leur peau et leurs vêtements des traces blanchâtres, témoignage visible de cette lutte contre la montre. Pourtant, malgré cette fatigue qui colle aux os, il y a dans leur regard une lueur presque imperceptible. Celle d'avoir accompli quelque chose de difficile, d'avoir tenu tête à une tâche qui semblait irréalisable quelques heures plus tôt. C'est une victoire discrète, presque intime, mais dans le monde de la boulangerie, c'est ce genre de moment qui forge le caractère. À travers la vitre, on aperçoit déjà des silhouettes qui se rapprochent. Les femmes du quartier, les enfants avec quelques pièces serrées dans la main, les ouvriers en pause, tous attirés par la promesse d'un pain chaud ou d'une pâtisserie simple. La porte s'ouvrira bientôt à nouveau et le cycle recommencera, comme si cette épreuve inattendue n'avait été qu'une parenthèse invisible aux yeux du monde. La chaleur, elle, n'a pas quitté les lieux. Elle se mêle encore à l'odeur entêtante du pain et du bois brûlé, enveloppant chaque personne présente dans un cocon à la fois étouffant et familier. Et dans ce moment suspendu, juste avant le prochain rush, chacun prend une respiration un peu plus profonde, ferme brièvement les yeux et se prépare. Car dans cette boulangerie, la journée n'est pas finie. Elle ne fait que se transformer. La fin d'après-midi, dans une boulangerie victorienne, n'apporte pas le repos que l'on pourrait imaginer. Au contraire, c'est une nouvelle vague qui déferle, plus imprévisible encore que celle du matin. Les clients arrivent en flux irréguliers, certains avec un pas pressé et des commandes précises, d'autres prenant le temps d'hésiter, d'observer les étagères encore garnies mais déjà entamées. L'odeur du pain chaud, persistante, attire aussi les passants qui n'avaient pas prévu d'acheter, mais se laissent tenter par un croissant, un petit pain ou une brioche. Dans la rue, la lumière se fait plus douce. Les ombres s'allongent, caressant les façades de briques, et les réverbères commencent à projeter une lueur dorée. À l'intérieur, la chaleur reste intense, mais elle est désormais comme apprivoisée. Elle fait partie de l'air, comme un parfum qui s'infiltre dans chaque recoin. Le bruit du four, le froissement des sachets en papier, le tintement des pièces de monnaie qui changent de main composent une mélodie familière, presque rassurante pour ceux qui y travaillent depuis des années. Les apprentis, malgré la fatigue accumulée, reprennent un rythme soutenu. Elle, un découpe des tranches de pain encore tièdes pour un client qui veut juste de quoi accompagner son souper. Un autre prépare des petits pains au lait pour une famille nombreuse dont les enfants agitent déjà autour du comptoir. Le maître boulanger, lui, garde un œil sur tout, notant mentalement ce qui part le plus vite, ajustant discrètement l'ordre des prochaines fournées pour éviter toute rupture avant la fermeture. Le service du soir est pas seulement une question de vente. Est aussi un moment stratégique. Les pains qui ne trouveront pas preneur avant la nuit doivent être redistribués, parfois à prix réduit, parfois offerts aux familles modestes du quartier. Cette pratique, bien que discrète, est une part importante de la vie de la boulangerie. Elle tisse un lien invisible avec la communauté, un fil de bienveillance qui perdure au fil des générations. Et puis, derrière le comptoir, il y a ce petit balai invisible. Pendant qu'un client est servi, un autre prépare la pâte pour le lendemain. Car le travail d'un boulanger ne s'arrête pas avec le coucher du soleil. La pâte mère doit être nourrie, les ingrédients triés, les outils nettoyés, les bûches pour le four disposées de manière à ce que elle brûle juste assez longtemps pendant la nuit. Tout cela se fait presque en silence, avec une efficacité née de l'habitude.
Mais au milieu de cette organisation millimétrée, il arrive toujours un moment où l'imprévu se glisse. Un client qui arrive avec une commande massive, un four qui chauffe moins vite qu'attendu, un sac de farine qui manque, autant de petites secousses qui forcent tout le monde à ajuster ses gestes et son rythme. Le service du soir, est un peu comme marcher sur une corde tendue. Il faut rester concentré jusqu'au bout, sans jamais relâcher l'effort. Et pendant que le ciel s'assombrit dehors, la boulangerie, elle, garde encore sa lumière chaude et ses effluves sucrés et salés. Pour ceux qui passent à la porte, c'est un réconfort. Pour ceux qui y travaillent, c'est le dernier acte d'une longue journée, mais un acte qu'il faut jouer avec autant de précision que les précédents. Il y a toujours, dans une boulangerie victorienne, un moment précis en fin de journée où le calme apparent se brise comme une digue sous la pression. Cela commence par une ou deux personnes qui franchissent la porte en même temps, presque par hasard. Puis, comme si un signal invisible avait circulé dans les rues, d'autres suivent, jusqu'à former une file compacte qui serpente à l'intérieur, se prolongeant parfois jusque sur le trottoir. Ce soir-là, c'est exactement ce qui se produit. Peut-être qu'un lot de pain à la croûte parfaitement dorée vient d'être sorti du four. Peut-être qu'une rumeur a circulé dans le quartier, vantant la qualité exceptionnelle des brioches du jour. Quelle qu'en soit la raison, l'afflux est soudain et massif. Les apprentis échangent un regard, conscients qu'ils vont devoir puiser dans leur dernière réserve d'énergie. Le comptoir devient un théâtre de gestes rapides mais précis. Les mains plongent dans les paniers, soulèvent les pains avec délicatesse, les déposent sur le bois poli, puis les glissent dans des sachets en papier dont le froissement se mêle aux voix. Les clients parlent vite, posent des questions, changent parfois d'avis au dernier moment, obligeant le vendeur à réajuster sa sélection. Derrière, on entend le bruit sourd de la pelle qui entre dans le four, puis le souffle du maître boulanger qui vérifie la cuisson d'un simple coup d'œil. La chaleur, qui semblait s'être stabilisée, devient oppressante. Chaque ouverture de la porte laisse entrer une bouffée d'air plus frais, mais elle est vite chassée par la fournaise du four et la densité humaine dans la pièce. L'odeur du pain chaud, de la brioche sucrée et des pâtisseries au beurre se mélange à celle de la sueur discrète des travailleurs, créant un parfum étrange, à la fois réconfortant et épuisant. Par moments, la tension frôle l'erreur. Un pain presque brûlé est retiré in extremis, une commande manque de partir incomplète, un client attend un peu trop longtemps. Mais dans cette ambiance surchauffée, les réflexes reprennent toujours le dessus. Chacun sait que l'image de la boulangerie se joue aussi dans ces dernières minutes de la journée. Il faut donner, l'impression que rien est jamais précipité, que tout est parfaitement maîtrisé, même lorsque le rythme frôle la rupture. À l'extérieur, la nuit s'installe lentement. Les réverbères diffusent leur halo doré sur les pavés, et les passants jettent des coups d'œil curieux à travers la vitre embuée. À l'intérieur, les voix se superposent, créant une rumeur continue qui se mêle au bruit des outils, aux portes qui s'ouvrent et se ferment, au crépitement discret du feu. La boulangerie devient un cocon incandescent, un îlot de chaleur et de lumière au milieu d'une ville qui refroidit peu à peu. Et même lorsque la file diminue enfin, qu'il ne reste plus qu'une poignée de clients, chacun garde ce même état d'alerte. Car dans ce métier, on sait que le dernier client peut être aussi exigeant que le premier et qu'il n'est jamais question de relâcher la qualité, même à la toute fin de la journée. Lorsque la file s'amenuise enfin, ce n'est pas la fin du travail, mais plutôt le signal discret du passage à une autre cadence. Les voix dans la salle se font moins nombreuses, mais à l'arrière, l'activité s'intensifie d'une manière différente. Les apprentis qui étaient au comptoir se relaient avec ceux qui étaient au four, et un balai silencieux se met en place. Tandis qu'un dernier client choisit son pain, un autre employé pèse déjà la farine pour les préparations du lendemain. Car dans une boulangerie victorienne, le temps ne se mesure pas en journée complète, mais en cycle. Celui qui se termine annonce déjà celui qui commence, et les gestes doivent s'enchaîner sans rupture. Les fournées du soir ont une double mission,
satisfaire les derniers clients et constituer une base pour le travail du matin suivant. On prépare donc des pâtons qui passeront la nuit à fermenter doucement, sous l'œil attentif du maître boulanger. C'est lui qui ajuste la quantité d'eau, la température de la pâte et même l'emplacement précis où elle reposera, car un courant d'air ou une chaleur excessive peuvent tout gâcher. Pendant ce temps, dans la salle de vente, l'atmosphère change subtilement. Les paniers, vidés de la majorité de leur contenu, révèlent le bois usé par des années d'usage. Les miettes s'accumulent sur le comptoir, témoins silencieux de la journée qui s'achève. Un apprenti passe rapidement un torchon, tandis qu'un autre replie soigneusement les sachets en papier non utilisés. Chaque petit geste participe à la fermeture, mais rien est brusqué. Il faut donner impression que la boulangerie pourrait encore accueillir un client, même à cette heure tardive. La lumière dorée des lampes à huile éclaire désormais l'intérieur d'une lueur plus douce. Le feu dans le four est entretenu avec parcimonie, juste assez pour maintenir une chaleur constante. Les derniers pains sortis sont posés sur une étagère en hauteur, là où ils resteront chauds le plus longtemps possible. Parfois, un passant qui avait pas intention acheter, se laisse tenter en voyant la porte encore ouverte et repart avec un petit pain ou une brioche. Et puis, il y a ces clients habituels du soir, presque invisibles pour les autres, mais connus de tous ici. Ce sont souvent des ouvriers qui rentrent tard, des mères de famille qui viennent chercher ce qui reste à prix réduit, ou des enfants envoyés par leurs parents avec quelques pièces de cuivre. Leur arrivée est attendue, presque comme un rituel. On les accueille avec un sourire sincère, même si les mains sont fatiguées, car ils font partie de cette communauté soudée autour de la boulangerie. Dans les coulisses, le pétrin reprend son rythme régulier, le bruit sourd et apaisant d'une pâte qui se forme lentement. C'est un son qui ne s'arrête jamais vraiment, comme un cœur qui bat pour maintenir en vie la maison. Et à mesure que les derniers clients franchissent la porte, le travail en arrière-plan prend le dessus, préparant déjà la prochaine aube, quand la ville dormira encore et que la boulangerie sera déjà en éveil. La fermeture approche, mais elle n'arrive jamais brutalement dans une boulangerie victorienne. Elle se prépare comme un lent coucher de soleil où chaque geste, chaque bruit semble prendre une valeur particulière. Le maître boulanger, qui n'a pas quitté son tablier depuis les premières heures du matin, jette un dernier regard sur la salle. Il évalue d'un coup d'œil les paniers presque vides, le comptoir où ne restent que quelques brioches éparses, et les étagères où les pains sont devenus rares. Il sait qu'il faudra bientôt dire non aux éventuels retardataires, mais il repousse toujours ce moment autant que possible. Dans l'air, la chaleur s'est faite plus douce, moins oppressante. Les fours ne rugissent plus, mais ils conservent une lueur rougeoyante, comme un feu de cheminée à la fin d'une soirée d'hiver. Cette chaleur imprègne encore les murs et le sol, de sorte que même lorsque la porte s'ouvre sur la fraîcheur nocturne, on a l'impression d'entrer dans un cocon. Les apprentis, pourtant épuisés, gardent leurs gestes précis. L'un balaie délicatement la farine tombée sur le sol, formant de petits nuages qui se dissipent presque aussitôt. Un autre range les outils, les disposant soigneusement sur elle, établis pour qu'ils soient de prêt à être saisis à la première heure. À l'extérieur, la rue est désormais silencieuse. Les bruits lointains de la ville se sont atténués, remplacés par quelques pas isolés et le grincement d'une charrette tardive. Les réverbères projettent leur lumière dorée sur les pavés humides, et l'ombre des volets se dessine en ligne nette sur la façade de la boulangerie. De temps à autre, un passant ralentit en voyant la lumière encore allumée à l'intérieur, hésitant à pousser la porte. Parfois, le maître boulanger cède et lui vend l'un des derniers pains, avec ce sourire qui dit à la fois « c'est » est un plaisir et « nous sommes à bout ». À l'arrière, le travail continue. La pâte pour le lendemain est déjà façonnée, couverte d'un linge propre, prête à passer la nuit dans un coin tempéré. Les sacs de farine sont replacés contre le mur, bien fermés, et les seaux d'eau vidés et nettoyés. Chaque chose retrouve sa place dans un ordre presque cérémoniel, comme si ce rangement était une manière de clore officiellement la journée. Enfin,
Vient le moment où l'on baisse la flamme des lampes à huile, où l'on ferme les volets de la devanture. La boulangerie plonge dans une semi-obscurité réconfortante. Il ne reste plus que le rougeoiement des braises et l'odeur persistante du pain chaud qui imprègne l'air, comme un souvenir tangible des heures passées. Les apprentis quittent les lieux par petits groupes, leurs pas résonnant dans la rue déserte. Le maître boulanger, dernier à partir, jette un regard circulaire sur son domaine, puis referme la porte derrière lui. La boulangerie s'endort, mais ce sommeil n'est jamais complet. Dans quelques heures à peine, bien avant que le jour se lève, la chaleur et les odeurs reviendront et la danse recommencera. Ici, le repos N est que une courte pause dans une histoire qui ne cesse jamais vraiment de écrire. Lorsqu'un boulanger victorien quittait son atelier à la fin de la journée, il ne laissait pas vraiment son métier derrière lui. La farine restait incrustée dans les plis de ses vêtements, sur ses mains, parfois même dans ses cheveux, et l'odeur du pain chaud l'accompagnait comme une seconde peau. En marchant dans les rues sombres de Londres, il portait sur lui les marques de sa journée, et chacun pouvait deviner, à sa simple silhouette, d'où il venait. Mais la sortie du fournil n'était pas toujours synonyme de repos. Bien souvent, le boulanger, surtout s'il était propriétaire de son commerce, devait encore régler des affaires liées à son métier. Passer chez le meunier pour discuter d'une livraison, échanger quelques mots avec un tavernier sur une commande à venir, ou encore s'arrêter chez un fournisseur pour récupérer un ingrédient manquant. Ces obligations s'inscrivaient naturellement dans son trajet de retour, comme si la ville elle-même était une extension du fournil. Pour les apprentis, la fin de journée prenait une autre tournure. La plupart vivaient dans des logements modestes, parfois partagés avec d'autres travailleurs où la promiscuité était la règle. Certains logeaient même dans une petite pièce attenante à la boulangerie, sur un lit étroit, afin d'être à portée de main pour les fournées du matin. Ce mode de vie signifiait que les apprentis étaient presque en permanence dans l'ombre du four, même lorsqu'ils n'y travaillaient pas. Leur soirée se résumait souvent à manger rapidement, laver leurs mains et leurs bras, puis s'allonger, le corps encore vibrant de la chaleur de la journée. Pour le boulanger installé, les soirées pouvaient être plus variées. Certains se rendaient au pub du quartier, retrouvant d'autres commerçants autour d'une chope de bière. Les discussions portaient autant sur les affaires que sur les nouvelles du quartier. Un mariage à venir, une naissance, ou parfois des rumeurs sur une concurrence qui gagnait du terrain. Ces moments étaient précieux, car ils permettaient d'échanger, de relâcher un peu la tension, mais ils restaient courts. La fatigue finissait toujours par imposer son autorité, et chacun savait qu'il faudrait recommencer tôt, très tôt, le lendemain. Pour les familles de boulangers, le quotidien suivait un rythme particulier, calqué sur les horaires du four. Les enfants voyaient leur père avant l'aube ou tard le soir, mais rarement dans la journée. Les repas familiaux étaient décalés, parfois pris séparément. Les épouses participaient souvent indirectement au commerce, en gérant la caisse, en préparant des garnitures pour certaines pâtisseries, ou simplement en maintenant ordre dans un foyer où le temps de repos était rare et précieux. Et puis, il y avait cette fatigue particulière, difficile à expliquer à ceux qui ne connaissaient pas le métier. Ce N n'était pas seulement épuisement des muscles ou la lourdeur des paupières. C était un mélange de chaleur accumulée de gestes répétés 1000 fois et de concentration continue qui finissait par peser sur l'esprit autant que sur le corps. Beaucoup de boulangers décrivaient cette sensation comme une chaleur dans les os, un état qui ne disparaissait vraiment qu'après plusieurs heures de sommeil profond. Pourtant, malgré tout cela, il y avait un certain orgueil discret à marcher dans la ville en sachant que, grâce à leur travail, des centaines de foyers avaient trouvé sur leur table un pain chaud, nourrissant et rassurant. C'était cette fierté silencieuse, plus que l'argent ou la reconnaissance, qui faisait revenir les boulangers à leur four chaque matin. Car, au fond, travailler dans une boulangerie victorienne, c'était participer chaque jour à un rituel vital pour la communauté, un rituel aussi ancien que la ville elle-même. Dans le Londres victorien, posséder ou travailler dans une boulangerie n'était pas seulement une affaire de farine et de levain,
C'était aussi, et peut-être surtout, une lutte constante pour rester à flot dans un marché instable, où la concurrence était rude et où chaque journée pouvait faire la différence entre le profit et la perte. Les rues regorgèrent de petites échoppes, certaines solidement installées depuis plusieurs générations, d'autres ouvertes récemment par des familles venues tenter leur chance. À chaque coin de rue, une autre devanture promettait du pain plus frais ou à meilleur marché, et ces simples mots, peints à la main sur une planche, pouvaient détourner la clientèle. Les prix du pain, pourtant, ne se fixaient pas librement. Le gouvernement imposait parfois des régulations, en particulier lors des périodes de pénurie de blé. Mais même avec ces contrôles, les variations du marché restaient imprévisibles. Un hiver rigoureux, une mauvaise récolte, ou encore une hausse soudaine du prix du charbon, indispensable pour alimenter les fours, pouvaient mettre en péril la rentabilité une boulangerie. Les plus petites enseignes, incapables de constituer des stocks, étaient alors les premières à souffrir. Pour un boulanger, la marge de manœuvre était étroite. Il fallait vendre suffisamment pour couvrir les dépenses quotidiennes, farine, levure, combustible, salaire des apprentis et des aides, tout en proposant des prix accessibles aux clients, dont beaucoup vivaient eux-mêmes au jour le jour. Certains tentaient de diversifier leurs produits, ajoutant des gâteaux, des biscuits ou des pâtés à leur étal afin d'attirer une clientèle plus large. D'autres misaient sur des relations de fidélité, offrant parfois un petit pain gratuit à un client régulier dans espoir qu'il continue à venir, même en période difficile. La concurrence ne se limitait pas aux autres boulangers. Les vendeurs ambulants, armés de paniers remplis de petits pains, arpentaient les rues et vendaient à la criée, souvent à des prix inférieurs à ceux des boutiques. Ces marchands itinérants achetaient parfois leurs produits directement à des boulangeries de gros ou à des ateliers moins regardants sur la qualité des ingrédients. Pour un boulanger soucieux de sa réputation, il était difficile de lutter contre ces offres moins chères, même si elles étaient moins savoureuses. À tout cela s'ajoutaient les imprévus, une panne de four, un apprenti malade, ou encore un contrôle sanitaire pouvant entraîner une amende ou une fermeture temporaire. Dans un métier où chaque journée comptait, perdre même une seule fournée pouvait représenter un coup dur. Il fallait donc toujours prévoir l'imprévisible, garder un peu de farine de côté, avoir un contact fiable pour livrer du charbon en urgence et maintenir de bonnes relations avec les autorités locales. Pour les apprentis, ces difficultés économiques n'étaient pas toujours visibles, mais ils en ressentaient les effets. Un ralentissement des ventes signifiait souvent plus de heures de travail pour moins de pain sur la table ou des repas plus modestes dans le logement attenant à la boulangerie. Certains jeunes quittèrent le métier, découragés par la précarité et les horaires, préférant se tourner vers des emplois d'usine où le salaire, bien que modeste, arrivait au moins de façon régulière. Et pourtant, malgré cette instabilité, ceux qui persistaient dans le métier développaient une endurance remarquable, un mélange de patience et de ruse. Ils apprenaient à anticiper les besoins de la clientèle, à reconnaître les signes d'une bonne ou mauvaise saison à venir et à tisser un réseau de contacts pour survivre dans un environnement où la concurrence ne dormait jamais. C'était, au fond, une bataille silencieuse, mais vitale, que chaque boulanger menait pour assurer la survie de son fournil, et, avec lui, celle de sa famille et de ses apprentis. La vie d'un boulanger victorien n'était pas seulement épuisante sur le plan physique. Elle l'était tout autant, sinon plus, sur le plan mental. Le corps pouvait s'habituer, avec le temps, à se lever avant l'aube, à supporter la chaleur étouffante des fours et à répéter des gestes éprouvants des centaines de fois par jour. Mais l'esprit, lui, devait composer avec une pression constante, une vigilance de chaque instant et une responsabilité écrasante. Chaque journée apportait son lot d'incertitudes. Allait-on vendre toute la production? Le four fonctionnerait-il sans incident? Un client influent trouverait-il la mie trop dense ou la croûte trop dure et s'en irait-il acheter ailleurs? Dans une époque où la réputation un commerce pouvait se faire ou se défaire en quelques conversations,
La moindre erreur avait un poids disproportionné. Les boulangers savaient que, dans les tavernes ou sur les marchés, on parlait autant de la qualité du pain que des nouvelles du jour. Un seul pain raté, vendu par erreur, pouvait suffire à ternir des années de travail. La routine, implacable, était une autre forme de fardeau. Les mêmes gestes, aux mêmes heures, jour après jour, finissaient par graver dans l'esprit un cycle répétitif difficile à rompre. Certains trouvaient dans cette répétition un certain apaisement, une sorte de méditation silencieuse rythmée par le bruit du pétrin et le crépitement du four. Mais pour d'autres, c'était une prison invisible, une vie où les saisons passaient sans qu'on en voie vraiment la différence, sinon à travers les changements de prix du blé ou les variations de la clientèle. Pour lutter contre cet enfermement mental, chacun avait ses petites stratégies. Certains boulangers engageaient volontiers la conversation avec leurs clients, s'intéressant à leurs histoires, se tenant au courant des événements du quartier. Ces échanges, parfois brefs mais toujours humains, brisaient la monotonie. D'autres chantaient ou fredonnaient en travaillant, emplissant le fournil de mélodies qui, mêlées à l'odeur du pain, donnaient presque à l'atelier des allures de foyer. Les apprentis, eux, se soutenaient entre eux, échangeant des plaisanteries ou des anecdotes pour alléger la lourdeur des journées, mais il y avait aussi un autre aspect, plus discret, plus intime, la fierté silencieuse de nourrir la ville. Chaque pain vendu, chaque miche déposée sur une table, représentait bien plus qu'un simple produit. C'était la chaleur d'un foyer, le repas d'une famille, la certitude que, malgré la dureté du métier, leur travail avait un sens concret et immédiat. Cette conscience donnait à certains la force de continuer, même lorsque la fatigue se faisait sentir jusque dans les os. Et puis, il y avait ces instants presque invisibles, mais qui restaient gravés dans la mémoire. Le premier rayon de soleil qui traversait la vitrine après une nuit de travail, la satisfaction de voir un client mordre avec plaisir dans un pain encore tiède, ou encore le calme particulier qui régnait dans la rue après la fermeture, quand tout le quartier sentait encore le pain chaud. Ces moments, aussi petits soient-ils, étaient comme des trésors intimes que seuls les gens du métier pouvaient comprendre. C'était peut-être cela, au fond, qui permettait de tenir. Savoir que, même dans la répétition et la difficulté, il existait de petites lumières, discrètes, mais constantes, capables d'illuminer le quotidien. Et tant que ces lumières brillaient, même faiblement, le boulanger trouvait la force de rallumer son four chaque matin. Si l'on s'attardait un instant à observer les boulangers victoriens dans leur environnement, on aurait pu croire que leur principale difficulté résidait dans le travail manuel, les charges lourdes et la chaleur des fours. Mais en réalité, les dangers les plus redoutables étaient souvent invisibles, insidieux, et se manifestaient lentement, jour après jour, jusqu'à devenir impossibles à ignorer. La farine, omniprésente dans le fournil, n'était pas qu'un ingrédient. Elle se transformait en fine poussière qui flottait dans l'air, se déposait sur les vêtements, sur la peau, et surtout, pénétrait dans les poumons à chaque respiration. À force d'inhaler ces particules, de nombreux boulangers développaient ce on appelait alors la poitrine du boulanger. Une forme chronique de toux et d'essoufflement qui ressemblait à de l'asthme. Ce n'était pas mortel sur le coup, mais cela rendait chaque mouvement plus difficile, chaque montée d'escalier plus pénible et chaque fournée plus épuisante. À cela s'ajoutait la chaleur constante des fours, qui n'était pas seulement un inconfort. Passer des heures dans une atmosphère brûlante, sans réelle ventilation, épuisait le corps bien plus vite qu'un travail physique à l'air libre. Les boulangers transpiraient abondamment, perdaient beaucoup d'eau et de sels minéraux, et se trouvaient régulièrement au bord de l'épuisement. Certains finissaient la journée avec des étourdissements, des maux de tête persistants et un sentiment de faiblesse généralisée qui ne disparaissait jamais complètement. Le travail nocturne, lui, attaquait insidieusement un autre aspect de la santé, le rythme naturel du corps. Travailler quand tout le monde dort, dormir quand la ville s'éveille, c'était aller à contre-courant des cycles biologiques.
Les boulangers vivaient dans un état de fatigue chronique, leurs nuits étant souvent trop courtes ou interrompues par les bruits de la journée. Cette dette de sommeil, accumulée sur des années, finissait par user leur organisme et affaiblir leurs défenses immunitaires. Les articulations souffraient elles aussi. Pétrir la pâte à la main, soulever des sacs de farine de plusieurs dizaines de kilos, manipuler des plaques lourdes et brûlantes, tout cela pesait sur les épaules, les coudes, le dos et les genoux. Les douleurs articulaires devenaient un compagnon de route presque inévitable, et beaucoup de boulangers, même encore jeunes, marchaient avec une raideur qui trahissait des années d'efforts répétés. À ces risques physiques s'ajoutaient des conséquences plus subtiles. Certains boulangers perdaient peu à peu le goût ou l'odorat à force d'être constamment entourés des mêmes arômes puissants. Ce qui avait été au départ une source de plaisir et l'odeur du pain chaud, devenait une odeur presque neutre, imperceptible pour eux. Et avec cette perte, c'était aussi une partie de leur lien sensoriel avec le métier qui disparaissait. Pourtant, malgré ces maux, peu de boulangers se plaignaient ouvertement. La culture du travail de l'époque valorisait la résilience, la capacité à endurer sans faiblir. Admettre que on était affaibli revenait parfois à risquer sa place ou à perdre le respect de ses pairs. Alors, on serrait les dents, on se lavait le visage à l'eau froide et on retournait au pétrin, comme si de rien n'était. C'est peut-être cette force silencieuse, ce mélange de fierté et de nécessité, qui explique pourquoi tant d'hommes et de femmes persistaient dans ce métier malgré les sacrifices. Car même si leur santé en payait le prix, la boulangerie n'était pas seulement un travail, c'était une identité, une place dans la communauté et une manière de laisser une empreinte concrète chaque jour sur la vie de leurs voisins. Dans un Londres victorien où les relations de voisinage pouvaient faire la différence entre prospérité et faillite, le boulanger n'était pas simplement un commerçant. Il était un repère, une présence familière dans la vie quotidienne des habitants. Les clients ne venaient pas seulement acheter du pain, ils venaient retrouver un visage connu, échanger quelques mots, parfois même confier leur tracas du jour. La fidélité de la clientèle se construisait au fil du temps, à coups de sourires sincères, de petits gestes discrets et d'une constance dans la qualité du travail. Un pain bien levé, une croûte dorée de la même manière semaine après semaine, devenait presque un langage entre le boulanger et ses clients. Certains habitants passaient à la boulangerie à heure fixe comme un rituel immuable, et leur absence prolongée suscitait aussitôt des inquiétudes. Dans ces quartiers où tout le monde se connaissait, un boulanger pouvait être l'un des premiers à savoir si une famille traversait des difficultés. Il arrivait souvent que, par solidarité, le boulanger accorde un crédit à ceux qui ne pouvaient pas payer immédiatement. Ce geste, bien que risqué, renforçait le lien avec la communauté. Les familles se souvenaient de cette confiance accordée et, une fois rétablies financièrement, elles revenaient souvent encore plus fidèles. En ce sens, le boulanger jouait parfois le rôle d'un soutien invisible, aidant à maintenir la dignité de ses voisins dans les moments difficiles. Les enfants, eux, avaient une relation particulière avec la boulangerie. Ils passaient parfois la tête par la porte ouverte, attirés par la chaleur et les odeurs. Certains venaient chercher le pain familial, repartant avec, en plus, un petit morceau de croûte offert en cachette. Ces gestes simples tissaient des souvenirs d'enfance profondément ancrés, et bien des adultes se souvenaient, des années plus tard, de ces instants comme d'un réconfort discret dans une époque souvent rude. La boulangerie, en réalité, était bien plus qu'un lieu de production. Elle était un point de rencontre, un espace de passage où se croisaient les nouvelles, où les rumeurs prenaient forme, où l'on échangeait sur le prix du charbon, la dernière fête du quartier, ou les nouvelles venues de loin. Dans une ville où tout pouvait changer rapidement, les prix, les emplois, les visages, la boulangerie offrait une forme de stabilité. Et puis, il y avait cette influence discrète, presque imperceptible, que le boulanger exerçait sur la vie locale. En choisissant de faire crédit, d'offrir un morceau de pain à un enfant ou de réserver une miche particulière pour une famille, il modelait, à sa manière, l'équilibre du quartier. Sa position, bien que modeste en apparence, lui donnait une place au cœur de la vie collective.
Même lorsque les temps étaient durs et que la fatigue pesait lourd, beaucoup de boulangers trouvaient dans ces interactions un véritable moteur. Le sourire d'un client, la gratitude silencieuse d'une mère recevant du pain chaud ou le simple fait de voir leur fournil rempli de vie donnaient du sens à des journées autrement harassantes. Car au-delà de la farine, de l'eau et du sel, ce qui nourrissait vraiment la boulangerie, c'était ce tissu invisible de relations humaines qui la liait à son quartier. Dans une ville comme Londres à l'époque victorienne, la stabilité n'était jamais acquise. Les crises pouvaient surgir à tout moment et bouleverser en quelques jours l'équilibre fragile qui tenait les quartiers debout. Pour un boulanger, ces périodes d'incertitude étaient à la fois une épreuve et un test de résilience. Les pénuries de blé, les grèves, les épidémies ou encore les flambées soudaines du prix du charbon mettaient à rude épreuve la capacité à maintenir la production, à satisfaire la clientèle et, surtout, à survivre économiquement. Lorsque les récoltes de blé étaient mauvaises, les boulangers se retrouvaient face à un dilemme cruel. Fallait-il augmenter le prix du pain pour couvrir les coûts, au risque de perdre une partie des clients, ou maintenir les prix bas en acceptant de réduire sa marge et donc ses revenus? Dans les quartiers ouvriers, où chaque penny comptait, une hausse, même minime, pouvait provoquer la colère ou la détresse de familles entières. Certains boulangers, mus par le sens de la solidarité, choisissaient de vendre à prix réduit, parfois même à perte, pour éviter que leurs voisins ne manquent de nourriture. Mais cette générosité mettait leur propre survie financière en péril. Les grèves, elles, touchaient souvent les fournisseurs ou les transports. Sans livraison régulière de farine ou de charbon, la production s'arrêtait net. Les fours restaient froids, les comptoirs vides. Dans ces moments-là, la boulangerie devenait un lieu de frustration, parfois même de tension, lorsque des clients désespérés réclamaient un produit que le boulanger ne pouvait tout simplement pas fournir. Et pourtant, dans ce vide, certains commerçants parvenaient à maintenir un lien avec leur clientèle en distribuant ce qu'ils pouvaient, même s'ils ne agissaient que de petites portions ou de recettes improvisées à partir d'ingrédients de substitution. Les épidémies représentaient un autre défi, plus insidieux encore. Londres victorienne avait connu son lot de maladies et chaque vague de contagion paralysait la ville. Les rues se vidaient, les marchés ralentissaient et beaucoup craignaient de fréquenter les lieux publics. Pour les boulangers, cela signifiait moins de clients, mais aussi plus de risques. Manipuler l'argent, échanger des produits avec des mains qui pouvaient les porter la maladie, tout cela augmentait l'anxiété quotidienne. Certains tentaient d'instaurer des mesures rudimentaires d'hygiène, se laver les mains plus souvent, envelopper le pain dans du papier, limiter les contacts directs. Mais la peur restait tapie, surtout lorsque des voisins tombaient malades. Le prix du charbon, élément essentiel pour alimenter les fours, pouvait lui aussi devenir un facteur de crise. Une hausse soudaine signifiait qu'il fallait réduire les cuissons ou trouver des solutions créatives, comme grouper les fournées pour économiser le combustible. Ces adaptations modifiaient parfois la qualité du pain, ce qui pouvait irriter les clients habitués à une texture ou une saveur précise. Dans chacune de ces crises, une constante demeurait. Le boulanger se trouvait au carrefour de l'économie et de la survie locale. Il n'était pas rare que, malgré les difficultés, certains soient perçus comme des piliers du quartier, capables d'apporter un semblant de normalité dans des temps troublés. Et paradoxalement, est souvent dans ces périodes de tension extrême que se renforçait le lien entre la boulangerie et sa communauté. Un pain offert à une famille en détresse, un geste de compassion envers un client régulier frappé par la maladie, ces actes simples avaient un impact durable, parfois plus que des années de commerce prospère. Ainsi, chaque crise n'était pas seulement un obstacle à franchir. Était aussi un révélateur, celui de la capacité un boulanger victorien à faire preuve de courage, d'ingéniosité et d'humanité. Dans un monde où la survie ne se jouait pas uniquement derrière le comptoir, mais aussi dans les cœurs et les relations tissées au fil des années. Dans Londres victorien, la concurrence entre boulangers était presque aussi brûlante que les fours eux-mêmes. Chaque quartier avait ses établissements, souvent plusieurs dans un rayon de quelques rues seulement,
et chaque boulanger cherchait à se distinguer, à attirer cette clientèle qui, une fois fidélisée, garantissait un revenu stable. Mais se démarquer dans un métier où le produit principal, le pain, se ressemblait partout, demandait plus que de simples compétences techniques. Il fallait de la stratégie, de l'audace et parfois une bonne dose de ruse. Certains misaient sur la qualité irréprochable de leur pain en s'assurant que chaque miche, chaque baguette ou chaque petit pain ait la même texture parfaite et la même saveur réconfortante. La régularité était un argument de poids, car un client déçu par un pain trop dense ou trop sec pouvait facilement se tourner vers la boulangerie voisine. D'autres jouaient sur la variété, proposer, en plus du pain ordinaire, des pains spéciaux parfumés aux herbes, aux fruits secs ou au miel, ou encore des pâtisseries simples mais savoureuses qui faisaient revenir les gourmands. Les prix étaient une autre arme dans cette bataille silencieuse. Certains boulangers acceptaient de réduire leurs marges pour proposer un tarif légèrement inférieur à celui de leurs concurrents. Cette stratégie pouvait séduire la clientèle ouvrière, toujours attentive à chaque penny dépensé. Mais elle avait un revers. Elle obligeait souvent à produire plus pour compenser la baisse des marges, ce qui signifiait davantage d'heures de travail et d'efforts physiques. La vitrine jouait elle aussi un rôle stratégique. Dans les rues animées, un étalage bien garni, soigneusement disposé, pouvait attirer l'œil des passants. Certains boulangers disposaient leurs pains et pâtisseries comme des œuvres d'art, créant un spectacle visuel qui donnait envie d'entrer, même à ceux qui n'avaient pas prévu d'acheter. Et derrière cette présentation soignée se cachait souvent un travail méticuleux, avec un renouvellement constant pour que rien n'ait l'air vieux ou sec. Mais la concurrence ne se limitait pas à des manœuvres visibles. Il y avait aussi des rivalités plus discrètes, parfois teintées de tension. Dans certains quartiers, il n'était pas rare que des rumeurs circulent. Un tel utiliserait une farine de moins bonne qualité ou couperait ses pâtes avec plus d'eau pour économiser. Parfois, ces rumeurs étaient en vrai. Souvent, elles étaient exagérées ou inventées, simples armes dans cette guerre pour la clientèle. Et puis, il y avait les alliances. Certains boulangers entretenaient de bonnes relations avec d'autres commerçants locaux, les épiciers, les cafés, les tavernes, pour que leurs produits soient recommandés ou utilisés dans d'autres établissements. Un boulanger dont le pain était servi dans une auberge fréquentée par des voyageurs voyait ainsi sa réputation étendre bien au-delà de son quartier. Dans ce contexte, chaque décision comptait. Le choix de la farine, la cuisson, le sourire au comptoir, la rapidité du service, tout pouvait faire pencher la balance dans l'esprit d'un client. Et la concurrence, si elle ajoutait de la pression, avait aussi un effet positif. Elle poussait les boulangers à innover, à se dépasser, à améliorer sans cesse leurs produits et leurs services. Pour les habitants, cette rivalité silencieuse se traduisait par un avantage évident. Un pain de meilleure qualité, plus de choix et des prix maintenus dans des limites raisonnables. Mais pour les boulangers, c'était une bataille quotidienne, menée avec autant d'énergie et de persévérance que le pétrissage de la pâte, et dont l'issue pouvait décider de la survie ou de la disparition de leur commerce. En dehors des heures passées dans l'odeur persistante de levain et de farine, la vie un boulanger victorien suivait un rythme très différent de celui des autres habitants du quartier. Leur journée commençait si tôt et finissait si tard que le temps libre se faisait rare, presque précieux. La plupart du temps, ce qui ressemblait à un repos n'était en réalité qu'un court répit, souvent consacré à des tâches domestiques ou à des courses liées au travail. Les boulangers vivaient souvent à proximité immédiate de leur fournil, parfois même juste au-dessus ou à côté de la boutique. Cela permettait de réduire les déplacements, mais signifiait aussi que la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle était presque inexistante. Les bruits des machines, odeur du pain chaud, et parfois même la chaleur résiduelle des fours faisaient partie intégrante de leur maison. Ce mélange, qui pouvait sembler chaleureux aux yeux d'un visiteur, pesait parfois lourd à la longue, car il rendait difficile toute déconnexion réelle. Leur famille jouait un rôle central dans le maintien de cet équilibre fragile. Dans bien des cas, la épouse ou les enfants participaient directement à la gestion de la boulangerie, aidaient à servir les clients,
nettoyer, préparer des commandes simples. Les adolescents, surtout, pouvaient être appelés à remplacer un employé absent ou à livrer du pain dans le quartier. Cette implication familiale créait un lien fort avec l'activité, mais elle avait aussi un prix. Peu de place restait pour une vie sociale détachée du commerce. Les loisirs, quand ils existaient, étaient modestes et simples. Certains boulangers aimaient se rendre dans un pub voisin pour discuter avec d'autres commerçants, échanger des nouvelles, se plaindre des prix de la farine ou des taxes municipales. D'autres profitaient des rares dimanches sans commande spéciale pour marcher le long de la Tamise, observer le va-et-vient des bateaux et respirer un air moins saturé que celui du Fournil. Quelques-uns se passionnaient pour la lecture, empruntant des livres à des bibliothèques locales ou lisant les journaux pour rester au courant des événements du pays. La vie familiale, quant à elle, était rythmée par les horaires atypiques du métier. Les repas pris en commun étaient souvent décalés, les enfants prenant leur petit déjeuner pendant que leur père revenait d'une longue nuit de travail. Les soirées pouvaient être courtes, car le boulanger devait se coucher tôt pour se lever avant l'aube. Ces décalages pouvaient parfois créer un sentiment d'isolement, même au sein du foyer. Et pourtant, malgré la fatigue chronique, beaucoup de boulangers trouvaient dans ces moments simples un repas partagé, une discussion tranquille en fin de journée, le rire des enfants. Une source d'énergie pour affronter la routine exigeante du métier. La satisfaction d'avoir nourri le quartier, d'avoir vu leurs clients repartir avec un pain encore chaud, compensait en partie les sacrifices consentis. Dans l'intimité de leur maison, loin des regards, ils pouvaient enfin retirer leur tablier, se délasser et retrouver un rythme plus lent, même si ce répit ne durait jamais très longtemps. Car dans Londres victorien, pour un boulanger, le cycle recommençait inlassablement. Une nouvelle aube, une nouvelle fournée, et la certitude que, quoi qu'il arrive, le quartier compterait sur lui dès le lever du jour. Le métier de boulanger dans Londres victorien n'était pas seulement exigeant sur le plan physique, il était aussi dangereux, parfois insidieusement, parfois de façon brutale et immédiate. Les blessures et maladies liées à ce travail étaient de presque considérées comme inévitables, tant les conditions dans lesquelles on exerçait étaient rudimentaires et éloignées des normes de sécurité que nous connaissons aujourd'hui. Les brûlures figuraient parmi les risques les plus courants. Les fours à bois ou à charbon atteignaient des températures étouffantes et il suffisait d'un geste maladroit pour que la peau entre en contact avec une surface brûlante ou que une flamme lèche le bras du boulanger. Les protections étaient rares. Un simple torchon ou un bout de tissu servait souvent à manipuler les plaques ou les grandes pelles en bois. Ces brûlures, parfois superficielles, parfois graves, laissaient des cicatrices qui racontaient silencieusement des années de métier. La farine, si douce et légère en apparence, cachait elle aussi un danger bien réel. L'air du Fournil était constamment saturé de fines particules qui, jour après jour, pénétraient dans les voies respiratoires. À force, cette inhalation répétée pouvait provoquer des problèmes pulmonaires chroniques, connus sous le nom de poumons du boulanger. Beaucoup souffraient de toux persistantes, d'essoufflement ou d'inflammations douloureuses, mais rares étaient ceux qui pouvaient se permettre de ralentir le travail pour se reposer. La santé passait souvent au second plan face à la nécessité de nourrir sa famille. Les efforts physiques intenses entraînaient également leur lot de blessures. Pétrir la pâte à la main, soulever de lourds sacs de farine de 50 kilos, se pencher et se relever des centaines de fois par jour, tout cela mettait à rude épreuve le dos, les épaules et les articulations. Les douleurs chroniques faisaient partie du quotidien, au point que certains finissaient par les considérer comme un simple bruit de fond de leur vie professionnelle. Les accidents plus graves, bien que moins fréquents, pouvaient survenir à tout moment. Une pelle glissante qui tombait sur un pied, une chute sur un sol rendu glissant par la farine ou l'humidité, un sac mal positionné qui provoquait une déchirure musculaire. Dans un métier où le travail ne s'arrêtait jamais vraiment, ces incidents avaient un coût énorme. Une blessure sérieuse pouvait signifier la perte de plusieurs jours de revenus, voire la fermeture temporaire de la boulangerie. Pour se protéger,
les boulangers faisaient appel à leur expérience et à des astuces transmises de génération en génération. Certains confectionnaient eux-mêmes des gants plus épais, renforcèrent leurs manches pour limiter les brûlures, ou aménageaient leur espace de travail pour éviter les gestes inutiles et les efforts trop brusques. Mais ces mesures restaient artisanales et rudimentaires, incapables d'éliminer totalement les risques. Malgré tout, la plupart acceptaient ces dangers comme faisant partie du métier. Il y avait une forme de résilience, presque de fatalisme, face aux épreuves physiques. La fierté de produire un pain de qualité, de voir les clients repartir satisfaits, de sentir que leur travail contribuait à la vie du quartier, compensait, au moins en partie, les souffrances endurées. Et peut-être que cette capacité à endurer, à continuer malgré la douleur et la fatigue, était l'une des forces les plus admirables de ces artisans de l'ombre. Dans Londres victorien, la boulangerie ne fonctionnait pas en vase clos. Chaque fournée de pain, chaque miche vendue, chaque livre de farine acheté faisait partie d'un réseau complexe de relations économiques et humaines. Les boulangers étaient à la croisée des chemins, entre fournisseurs, commerçants, institutions et clients, et ces interactions façonnaient non seulement leur réussite, mais aussi leur réputation. Les relations avec les meuniers étaient vitales. C'était d'eux que provenait la farine, matière première sans laquelle rien n'était possible. Les meuniers fixèrent souvent leur prix en fonction des récoltes et de la demande générale, ce qui signifiait que la moindre mauvaise saison agricole se répercutait immédiatement sur le coût du pain. Les boulangers attentifs entretenaient des relations étroites avec un ou deux meuniers de confiance, parfois même en payant un peu plus cher pour s'assurer une qualité constante. Une livraison retardée ou une farine de qualité inférieure pouvait suffire à compromettre une journée entière de production. Les marchands de charbon étaient eux aussi essentiels, surtout pour les fournils fonctionnant à la chaleur du charbon plutôt qu'au bois. Là encore, le prix et la disponibilité pouvaient varier selon les saisons et les conditions du marché. Un hiver rigoureux ou un conflit dans la chaîne d'approvisionnement pouvait entraîner une flambée des prix, obligeant les boulangers à absorber le coût ou à, intégrer discrètement dans le prix de vente du pain. Les relations avec les autres commerçants du quartier formaient un tissu social et économique dense. Les boulangers échangeaient parfois des produits avec les épiciers, quelques miches de pain contre du beurre, du lait ou des épices, ou avec les bouchers pour garnir des tourtes salées. Ces échanges, bien que rarement formalisés, permettèrent de maintenir un certain équilibre dans la communauté et renforçaient la solidarité entre artisans. Il y avait aussi des liens avec les tavernes et auberges. Servir un pain réputé dans une auberge fréquentée par des voyageurs offrait une publicité précieuse. Les propriétaires d'auberges, quant à eux, appréciaient d'avoir un fournisseur fiable capable de livrer à temps et de s'adapter à leurs besoins spécifiques, comme produire des pains plus petits pour accompagner les repas ou des miches plus denses pour les longs voyages. Mais ces relations n'étaient pas toujours harmonieuses. La concurrence, parfois, créait des tensions. Un boulanger qui cassait les prix pour séduire un client important pouvait susciter la colère de ses confrères. De même, un meunier qui favorisait un boulanger au détriment d'un autre risquait de provoquer des rancunes durables. Dans un environnement où la réputation comptait autant que la qualité du produit, un simple malentendu pouvait dégénérer en véritable querelle. Pour naviguer dans ce réseau complexe, les boulangers devaient en faire preuve de diplomatie autant que de compétences techniques. Il ne s'agissait pas seulement de pétrir la pâte, mais aussi de savoir entretenir les bonnes relations, de reconnaître quand faire une concession et quand défendre fermement ses intérêts. Les plus habiles parvenaient ainsi à se forger un cercle de partenaires loyaux, assurant à leur boulangerie non seulement un approvisionnement régulier, mais aussi un soutien précieux en cas de coup dur. Ce tissu d'alliances, d'échanges et parfois de rivalité faisait partie intégrante du métier. Un boulanger qui savait s'y mouvoir avait bien plus de chances de prospérer, même dans les périodes difficiles. Et dans une ville aussi vaste et exigeante que Londres victorien, cette capacité à intégrer et à tisser des liens solides pouvait faire toute la différence entre le succès durable et la faillite silencieuse. Les grandes fêtes et événements publics représentaient, pour les boulangers victoriens, des moments à la fois exaltants et redoutés.
exaltant car ils offraient l'occasion d'augmenter les ventes et de montrer leur savoir-faire à une clientèle élargie. Redoutés, car ils imposaient un rythme encore plus intense à un métier déjà épuisant, souvent au prix de nuits blanches et d'une organisation millimétrée. À Noël, par exemple, la demande en pain, brioches et pâtisseries atteignait son apogée. Les clients ne se contentaient pas d'acheter leur miche habituelle, ils voulaient des pains aux fruits, des gâteaux richement garnis, des petits pains sucrés à partager en famille. Les commandes affluaient plusieurs semaines à l'avance, et le fournil se transformait en un véritable champ de bataille culinaire où chaque surface disponible servait à refroidir, emballer ou décorer. Les boulangers, déjà habitués à se lever avant l'aube, travaillaient parfois jusqu'au milieu de la nuit, savourant à peine une tasse de thé entre deux fournées. Les mariages constituaient une autre source importante de travail exceptionnel. Dans une société où l'apparat et la présentation comptaient énormément, un mariage sans un grand gâteau décoré ou sans une abondance de pain fin aurait été impensable pour les familles aisées. Les boulangers devaient parfois réaliser de véritables œuvres d'art comestibles, étages délicatement assemblés, motifs en sucre, glaçages brillants, parfois même des sculptures de pâte dorées à la perfection. Le défi ne résidait pas seulement dans la fabrication, mais aussi dans la livraison. Transporter un gâteau fragile à travers les rues bondées de Londres demandait une vigilance et un sang-froid extrêmes. Les événements publics, comme les foires, les célébrations nationales ou les commémorations royales, créaient également des opportunités et des défis. Lors des jubilés ou des anniversaires de la reine, par exemple, des foules affluaient dans les rues et la demande explosait pour tout ce qui pouvait se manger sur le pouce. Petits pains, tourtes, pâtisseries simples mais savoureuses. Pour ces occasions, les boulangers collaboraient parfois avec d'autres commerçants, préparant de grandes quantités à l'avance et vendant directement depuis des étals improvisés. Ces périodes étaient aussi marquées par une intensité émotionnelle particulière. L'ambiance dans la ville changeait. Les rues se couvraient de drapeaux, les passants étaient plus bavards, les enfants plus excités. Les boulangers, malgré la fatigue, ressentaient cette énergie collective et y puisaient parfois la motivation nécessaire pour continuer, même lorsque leurs mains tremblaient de fatigue ou que leurs yeux se fermaient d'eux-mêmes. Cependant, il fallait aussi savoir anticiper les conséquences de ces pics d'activité. Une fête finie, la demande retombait brutalement, et il fallait éviter de se retrouver avec des invendus. Cela exigeait une planification précise, une connaissance intime de sa clientèle et une capacité à s'adapter rapidement aux aléas. Les boulangers expérimentés savaient, par exemple, réduire légèrement la production le dernier jour des festivités ou transformer les restes en produits secondaires vendus à prix réduit. En fin de compte, ces moments de fête, bien que physiquement éprouvants, contribuaient à tisser des liens durables avec les clients. Un boulanger qui réussissait à livrer un produit parfait dans un moment de célébration gagnait bien plus qu'une simple transaction. Il gagnait une place dans les souvenirs heureux de ses clients, et cela dans Londres victorien valait parfois plus que l'argent comptant. Les crises, qu'elles soient économiques, sanitaires ou liées aux ressources, pouvaient transformer en quelques jours le quotidien une boulangerie florissante en une lutte acharnée pour la survie. Dans Londres victorien, où l'équilibre entre offre et demande était souvent fragile, la moindre perturbation se répercutait brutalement sur l'ensemble de la chaîne de production. Les pénuries de farine figuraient parmi les menaces les plus redoutées. Lorsque les récoltes de blé étaient trop mauvaises, à cause d'un été pluvieux ou d'un hiver trop rigoureux, le prix de la farine grimpait en flèche. Les boulangers devaient alors décider est-ce ils répercutaient cette hausse sur leurs clients ou ils absorbaient eux-mêmes la perte, au risque d'entamer dangereusement leur marge. Certains tentaient de tricher sur la qualité, en mélangeant la farine de blé avec d'autres farines moins coûteuses, comme celle de pois ou de seigle, parfois même avec des substances douteuses pour augmenter le volume. Mais cette pratique risquée pouvait ternir leur réputation à vie.
Les hausses de prix brutales touchaient particulièrement les quartiers ouvriers, où chaque penny comptait. Une miche de pain plus chère signifiait parfois un repas en moins pour les familles les plus pauvres. Les boulangers, eux, se retrouvaient pris dans un dilemme moral: maintenir des prix accessibles, quitte à travailler à perte, ou ajuster leurs tarifs et perdre une partie de leur clientèle fidèle. Les épidémies, elles, apportaient une autre forme de crise, plus insidieuse encore. Le choléra, la typhoïde et d'autres maladies frappaient régulièrement la population. Les clients évitaient alors les lieux publics, craignant la contamination. Dans ces périodes, les ventes pouvaient chuter de moitié, parfois davantage. Les boulangers eux-mêmes, étaient pas à l'abri. Une maladie dans équipe signifiait non seulement un risque pour la santé de tous, mais aussi un ralentissement de la production, voire une fermeture temporaire. Les crises économiques générales, comme les récessions ou les fluctuations des marchés, avaient également un impact direct. Les familles réduisaient leurs dépenses, achetant moins de produits de luxe comme les brioches ou les pâtisseries, et se concentraient sur le strict nécessaire. Les boulangers devaient alors ajuster leur production pour éviter les pertes, tout en cherchant des moyens créatifs de maintenir l'intérêt des clients. Par exemple, en proposant de nouveaux produits moins coûteux à fabriquer mais toujours attrayants. Pour survivre à ces périodes difficiles, certains boulangers s'appuyaient sur la solidarité locale. Les arrangements avec les meuniers pouvaient permettre de retarder un paiement ou de bénéficier d'un tarif préférentiel temporaire. Des clients fidèles, sensibles à la situation, continuèrent d'acheter, même si leur propre budget était serré. Dans les quartiers où les liens communautaires étaient forts, la boulangerie devenait parfois un lieu de soutien mutuel, où l'on échangeait des nouvelles, des conseils et même de la nourriture pour ceux qui étaient dans le besoin. Mais toutes les boulangeries ne survivaient pas aux crises. Certaines fermaient définitivement leurs portes, laissant derrière elles des locaux vides et une communauté privée d'un de ses repères. Pour celles qui persistaient, la capacité d'adaptation, la prudence dans la gestion et une réputation solide étaient les meilleures armes contre l'adversité. Dans Londres victorien, chaque crise laissait des cicatrices, visibles ou invisibles. Mais elle forgeait aussi la résilience de ceux qui continuaient à se lever avant l'aube, à allumer leur four et à pétrir leurs pâtes, envers et contre tout. Parce que s'ils savaient que leur travail nourrissait bien plus que des corps, il nourrissait aussi l'âme d'une ville. La fin de carrière d'un boulanger dans Londres victorien était rarement un long fleuve tranquille. Ce métier, physiquement exigeant, laissait des traces profondes sur le corps et l'esprit. Après des décennies passées à se lever avant l'aube, à soulever des sacs de farine lourds comme des pierres, à supporter la chaleur étouffante du four et à rester des heures debout, les articulations s'usaient, le dos se voûtait, les mains devenaient calleuses, parfois déformées par l'arthrite. La vue pouvait aussi se détériorer prématurément à force de travailler à la lumière des bougies ou des lampes à huile et à scruter la cuisson dans l'obscurité du four. Contrairement à aujourd'hui, il n'existait pas de véritable système de retraite. La plupart des boulangers travaillaient aussi longtemps que leur corps le leur permettait. Certains continuaient à pétrir et à enfourner jusqu'à un âge avancé, ralentissant progressivement le rythme mais refusant d'abandonner leur fournil, parfois par passion, souvent par nécessité. Lorsqu'ils ne pouvaient plus assumer les tâches physiques, ils se tournaient vers des rôles moins exigeants: surveiller la cuisson, gérer les comptes, accueillir les clients et former les apprentis. Ceux qui avaient réussi à mettre de l'argent de côté ou à développer une clientèle fidèle pouvaient espérer vendre leur boulangerie à un jeune artisan, souvent un ancien apprenti ou un membre de la famille. La transaction n'était pas seulement financière, elle représentait aussi la transmission d'un savoir-faire, d'une réputation et parfois même de recettes jalousement gardées. Voir son nom continuer à figurer sur la devanture, même après avoir raccroché le tablier, était une source de fierté. Pour d'autres, la fin de carrière était plus précaire. Les boulangers salariés, qui ne possédaient pas leur commerce, se retrouvaient parfois sans ressources lorsqu'ils n'étaient plus capables de travailler. Certains dépendaient alors du soutien de leur famille,
quand elle était présente et en mesure d'aider. D'autres finissaient dans des hospices ou des maisons de charité où ils apportaient parfois leur contribution en préparant du pain pour les pensionnaires. Malgré les difficultés, il y avait aussi des aspects positifs. Les anciens boulangers étaient souvent respectés dans leur quartier. Leur endurance et leur rôle central dans la vie quotidienne avaient marqué les esprits. Les clients de longue date continuaient de les saluer avec chaleur dans la rue, et il n'était pas rare qu'on les invite à participer aux événements communautaires, comme juger un concours de pâtisserie ou donner des conseils lors des foires. Certains, une fois libérés du poids des obligations quotidiennes, retrouvaient même un certain plaisir à cuisiner pour eux-mêmes et leurs proches. Ils préparaient de petites fournées pour leurs voisins, perpétuant à petite échelle la tradition qui avait rythmé toute leur existence. La fin une carrière de boulanger dans Londres victorien était donc un mélange de usure physique, de défis financiers, mais aussi de reconnaissance et de mémoire. Car, même si leur four s'éteignait un jour, leur travail restait gravé dans les souvenirs et dans le goût du pain qu'ils avaient façonné des milliers de fois au fil des ans. Et dans une ville en perpétuel mouvement, cette empreinte silencieuse valait parfois bien plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. En refermant cette longue parenthèse sur la vie dans une boulangerie de Londres victorien, il est difficile de ne pas éprouver une forme de respect silencieux pour ces hommes et ces femmes qui, jour après jour, se levaient dans l'obscurité pour nourrir une ville qui ne dormait jamais vraiment. Leur existence, loin des projecteurs, se déroulait dans la chaleur d'un four, le parfum entêtant du pain qui cuit et la fatigue sourde qui ne les quittait jamais vraiment. Ils n'étaient pas des figures célèbres, et pourtant, leur rôle était essentiel. Sans eux, le matin londonien n'aurait pas eu le même goût, les marchés auraient perdu leur parfum de miche chaude, et les familles N auraient pas partagé ce rituel simple et universel que est le pain du jour. Dans un monde où les tâches les plus banales peuvent parfois passer inaperçues, la boulangerie victorienne rappelle que ce sont souvent les métiers les plus discrets qui bâtissent le tissu de la vie quotidienne. Leur parcours n'était pas fait de grandes fortunes ni de gloire retentissante. C'était une existence d'efforts continus, de mains plongées dans la pâte, de nuits écourtées et de journées qui semblaient ne jamais finir. Mais derrière cette apparente rudesse se cachait aussi une fierté, presque imperceptible mais bien réelle, celle de savoir qu'on participait à quelque chose de vital, qu'on laissait une empreinte invisible mais durable sur la ville et ses habitants. Dans chaque quartier, la boulangerie était bien plus qu'un simple commerce. C'était un point de repère, un lieu de rencontre et d'échange, un endroit où l'on venait chercher non seulement de quoi se nourrir, mais aussi un sourire, un mot aimable, une présence familière dans l'anonymat de la grande ville. Les boulangers, avec leur endurance et leur constance, contribuaient à maintenir vivante cette trame sociale. Aujourd'hui, il ne reste que peu de traces matérielles de ces artisans. Leurs fours ont été démontés ou modernisés, leurs échoppes remplacées par d'autres commerces, et leurs noms se sont effacés des enseignes. Mais si l'on ferme les yeux, on peut encore imaginer le claquement des pelles à enfourner, le crissement de la farine sous les pas, et cette chaleur qui, malgré la fatigue, enveloppait les corps et les âmes. Peut-être que survivre dans une boulangerie victorienne n'était pas seulement une question de force physique ou de résistance à la fatigue. C'était aussi une question de caractère, de patience et d'attachement à une mission simple mais fondamentale: nourrir les autres. Et si cette mission demandait parfois de sacrifier son sommeil, sa santé ou son confort, elle offrait en retour une forme de reconnaissance silencieuse, celle que seul un métier profondément utile peut donner. Alors, la prochaine fois que vous rompez un morceau de pain encore chaud, pensez à ces boulangers de Londres victorien. Leur époque est révolue, mais dans chaque miche, dans chaque croûte dorée, dans chaque odeur qui emplit une pièce au petit matin, il reste quelque chose d'eux. Une trace de leur labeur, de leur courage et de cette détermination qui, bien qu'invisible, a nourri une ville entière pendant des générations.